Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RCJ. Merci de m'avoir invité. Depuis une semaine, François Hollande semble donner le tempo de la campagne électorale. Il semble même confirmer sa place en tête de peloton dans les sondages. Est-ce que, selon vous, Nicolas Sarkozy peut encore remporter cette élection ? Bon, vous savez, vous constatez que les Français sont déboussolés, qu'ils sont perdus, extrêmement désorientés, beaucoup d'inquiétudes et très franchement, qui peut savoir comment cette élection présidentielle va se jouer? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui François Hollande tient plutôt la corde. J'observe tout de même que dans ses propositions, il y a peu de réformes structurelles et de transformations en profondeur. Je prends un seul sujet qui est pour moi un sujet capital, qui est le sujet central au-delà de la crise économique, c'est le sujet de l'éducation. Ce suicide collectif que représente un pays qui accepte que 200 000 enfants soient en grande difficulté scolaire en arrivant en 6e. Est-ce que vous croyez que c'est simplement la création de 60 000 profs qui suffira à régler la question ? Donc mon inquiétude à travers le début des propositions de François Hollande, c'est l'absence de transformation sur les 3 ou 4 sujets centraux. Sur l'économie, très franchement, alors on a à la fois le début d'un discours, d'une politique de l'offre, c'est-à-dire une politique en faveur des entreprises, mais en même temps un choc fiscal colossal, 40 à 50 milliards d'euros de prélèvements obligatoires supplémentaires. Un pays qui va arriver, entendez-vous bien, à près de 50% de dépenses publiques. C'est-à-dire, est-ce que la France peut se permettre d'être le pays en Europe avec le niveau d'impôt le plus élevé et le niveau de dépenses publiques le plus élevé? Est-ce que c'est ça le choix de société de François Hollande? Et donc, vous voyez bien que lorsque va venir le temps de la campagne électorale, que chacun va avoir le temps de décrypter, d'analyser chaque projet politique, beaucoup de choses peuvent encore évoluer. Alors François Hollande a précisément exposé son projet politique cette semaine. Est-ce que, selon vous, il est rentré dans les habits d'un présidentiable pour de vrai ? Bon, je ne suis pas là pour analyser François Hollande. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle d'éducation, moi je parle d'autonomie des établissements pour faire en sorte qu'on puisse adapter la pédagogie, le programme en fonction du public scolaire. On ne peut pas avoir des zones urbaines sensibles avec des enfants qui aujourd'hui sont à moins de 15% à arriver au baccalauréat. Dans ces établissements, il faut faire de l'accompagnement individuel, personnalisé, de l'accompagnement familial. Il faut éventuellement même créer des internats s'il faut sortir les enfants de milieux sociaux extrêmement difficiles. Et vous voyez bien que dans un quartier favorisé comme celui dans lequel nous faisons cette émission, il n'y a pas les mêmes besoins. Et dans mon village de Normandie, on a besoin d'ouvrir les enfants à la culture, à l'art, à la modernité. Morin, et donc il n'y a pas de proposition concrète sur beaucoup de sujets. Il y a un homme qui se dit que compte tenu du rejet de la personne du président de la République aujourd'hui analysée comme telle dans les sondages, il suffit de surfer sur la vague et d'être tranquille. Voilà. Monsieur Morin, on comprend bien tout ce que vous venez de nous dire, mais vous n'avez pas répondu à cette question. Est-ce que pour vous, il est présidentiable ? Bah oui, il est présidentiable. Vous savez, c'est ça qui est formidable. C'est que les mêmes journalistes disaient il y a 2 ans que François Hollande c'était un mauvais, souvenez-vous, Laurent Fabius le traitait de Flamby. Donc, vous savez, les choses évoluent vite dans la vie politique. Et aujourd'hui, il a donc revêtu, la question que vous posez à Jonathan, les habits d'un présidentiable. Malgré tout ce que vous avez fait comme critique sur son programme. Non, mais je dis que son projet politique n'est pas à la hauteur de la situation du pays. Je dis que son projet politique, c'est un projet de 50 milliards d'euros d'impôts supplémentaires dans un pays déjà extrêmement imposé. C'est un pays dans lequel le projet de société, c'est toujours plus de dépenses publiques. C'est un pays dans lequel, 5e puissance économique du monde, on ne donne pas les voies et moyens pour éviter ce suicide collectif et ce drame individuel qui représente l'échec scolaire. En tous les cas, si M. Sarkozy, lui, n'arrive pas à remonter la pente, à votre avis, est-ce qu'il doit jeter l'éponge ? Bon, écoutez, la décision lui appartient. Mais pour le peu que je le connaisse, je n'ai pas le sentiment que ça soit dans son caractère. Et je crois que vous le connaissez assez bien aussi, Nadège Puljac. Alors, officiellement, Nicolas Sarkozy, ce matin, n'est toujours pas candidat à l'élection présidentielle. On a néanmoins appris qu'Angela Merkel le soutiendra le candidat Nicolas Sarkozy, qu'elle se rendra même à quelques meetings au printemps prochain. Vous en pensez quoi ? Bon, bah, c'est dans la grande tradition européenne où les dirigeants de telles formations politiques viennent soutenir leurs candidats.
honnêtement, on a vu M. Zapatero soutenir à une époque des candidats socialistes. On voit aujourd'hui où Gerhard Schröder a dû le faire aussi en son temps. Je n'ai pas de mémoire précise, mais enfin, donc il est très logique que des partis politiques appartenant à la même famille européenne qui est le PPE et leurs dirigeants viennent soutenir un candidat en campagne. Mais derrière ça, il y a un autre sujet. C'est qu'est-ce qu'on fait de la construction européenne ? Parce que le vrai sujet de cette campagne présidentielle, c'est qu'il nous faut changer de paradigme politique. Nous avons besoin de construire, dans ce monde nouveau de grandes puissances émergentes, nous avons besoin de construire un projet européen fédéral. C'est ma proposition pour cette présidentielle. Pas à 27. Parce qu'à 27, il y a des pays européens qui n'en veulent pas, les Anglais, des pays d'Europe centrale et orientale. Mais autour du couple franco-allemand, que des pays décident d'aller vers l'intégration économique, l'intégration fiscale, vers un budget européen permettant de créer la croissance de demain, les infrastructures d'après-demain, bref, d'avoir une Europe qui cesse la compétition fiscale et la concurrence fiscale avec des taux d'imposition harmonisés sur un certain nombre de sujets. C'est ça dont nous avons besoin, parce que sinon, c'est déjà écrit. Nous serons des spectateurs d'un monde qui s'écrira sans nous. D'où, pour moi, la nécessité qu'au lendemain de l'élection présidentielle, le premier geste fait par le chef de l'État, c'est de traverser le Rhin, d'aller voir Mme Merkel à Berlin et de lui dire « Vous avez évoqué la construction d'une Europe fédérale il y a quelques mois, eh bien, je suis prêt à la construire avec vous. » Alors on se souvient très bien que Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'il avait fait quand il avait été élu. Il avait pris ses fonctions le 16 mai 2007. Il était le jour même allé voir Madame Merkel, enfin les autorités allemandes. Bon, oui, enfin, à l'époque, il n'est sans aucun. La vraie question européenne, c'est qu'il n'y a aucun élan politique. On colmate des brèches. On a des dispositions technocratiques, mais on n'a absolument pas l'élan européen avec des institutions européennes ayant une légitimité démocratique permettant de construire cet intérêt général européen. Alors, je voulais poursuivre en vous disant que M. Hollande a déjà dit que lui aussi traverserait le Rhin, comme Sarkozy l'avait fait. Hollande va le faire. Mais lui, il a dit qu'il demanderait à Mme Merkel, de renégocier l'accord que les Européens sont en train de négocier actuellement. Il veut tout recommencer de zéro. Bah, écoutez, c'est son droit. S'il est président de la République, il est quand même en droit de vouloir construire quelque chose de nouveau. Ce que je veux dire par là, c'est que tout dépend de ce qu'on veut construire. S'il s'agit d'obtenir des Allemands ce que les Allemands ne veulent pas, ils rêvent. S'il s'agit d'aller vers une banque centrale européenne, institution d'émission à l'américaine, ça n'est pas la peine, même si ça s'est fait en vérité de façon indirecte. Mais s'il s'agit de construire cet élan fédéral européen, je dis, en effet, là, on peut tout à fait faire en sorte de remettre sur la table l'ensemble du dispositif. Moi, je serais élu le lendemain, je dirais à Mme Merkel, nous allons vers une Europe fédérale et nous travaillons sur ce projet en remettant en cause, bien entendu, les éléments qui aujourd'hui sont du domaine technocratiques qui servent à penser et à régler un certain nombre de problèmes, mais qui ne sont pas à la hauteur du souffle européen qui doit désormais exister sur le continent. Nadège. Alors, ce soir, Nicolas Sarkozy va s'exprimer à la télévision. Vous en attendez quoi ? Ce que j'attends surtout, c'est que nous n'accumulions pas l'inquiétude à l'inquiétude. En clair, pour moi, il y a des propositions qui sont des propositions de campagne, d'un projet politique nouveau, devant être débattues durant cette élection présidentielle, et qui ne doivent pas faire l'objet de mesures dont on sait que de toute façon, elles mettront des mois avant d'être mises en œuvre. Parce qu'on sait très bien qu'entre le vote d'une loi et les décrets d'application, il se passe des mois, sinon des années. Et donc je ne voudrais pas qu'on crée de l'instabilité dans l'instabilité juridique qui est un des maux majeurs du pays. En clair, il y a des dispositions pour les 100 jours d'avant une élection présidentielle. Et il y a des dispositions ou des mesures pour les 100 jours d'après. Et s'il s'agit de proposer des réformes structurelles majeures, je dis au président de la République, ça n'est pas le moment. Le moment, c'est la campagne présidentielle et un projet politique qui aborde la totalité du problème
qu'est, en effet, comment restaure-t-on la compétitivité de l'économie française. Et donc, on doit y mettre la fluidité du marché du travail, on doit y mettre le temps de travail, on doit y mettre les questions de formation et de qualification, on doit y mettre la nécessité d'instaurer de la stabilité juridique et fiscale qui est une grande demande sociale du pays. Les gens n'en peuvent plus de voir la loi et les règlements changer en permanence, ce qui les empêche d'avoir un horizon stabilisé pour investir, pour produire. C'est valable dans tous les champs. Quand vous avez un généraliste qui vous explique aujourd'hui que 20% de son temps, il le consacre à remplir des papiers, les gens veulent de la simplification. Le message que moi j'ai entendu depuis 1 an, c'est « foutez-nous la paix ». Donnez-nous de la stabilité juridique. Donc, ce que je dis au président de la République, ne créons pas de l'instabilité dans un moment qui est un moment de débat démocratique. Proposons des mesures qui soient des mesures pour, en effet, limiter les effets de la crise, mais certainement pas adoptons des mesures dont on sait que dans 3 mois, elles risquent d'être remises en cause. On sait qu'il va prendre des mesures qui sont d'ailleurs jugées d'ores et déjà impopulaires, comme la hausse de la TVA. Bon. Pour les accords de compétitivité, justement, qu'il va également mettre en œuvre, apparemment, c'est pour donner de la flexibilité au temps de travail, ce dont vous parliez tout de suite. Mais tout ça... Jacques, je prends l'exemple de la baisse des cotisations sociales et d'un impôt sur la consommation, ce qu'on appelle globalement la TVA sociale, que j'appelle la TVA emploi. C'est une mesure parmi d'autres. Ça doit être dans le cadre d'un grand Grenelle d'une politique économique et fiscale au lendemain d'une élection présidentielle, à partir des propositions faites par le candidat élu. Ça ne doit pas se faire dans la précipitation. Moi, j'ai encore en mémoire... Quand pour vous, ça se fait dans la précipitation, là. En juillet dernier, le président de la République est à Agen. Reprenez vos notes, puisque vous suivez le président de la République, vous, en permanence, au titre de l'AFP. En juillet dernier, à Agen, vous y étiez ? Oui. Bon. Eh bien, il y a une question qui lui est posée. Est-ce que vous êtes pour la TVA sociale ? Non, j'y suis défavorable. Répond-il. 31 décembre, il y devient favorable. Moi, ça fait 4 ans et demi qu'au titre des centristes, nous demandons à faire ce qu'ont fait les pays du nord de l'Europe, c'est-à-dire à réduire le poids des charges sociales pesant sur les entreprises et pesant sur le pouvoir d'achat des salariés et un transfert vers des impôts sur la consommation. Bon, on comprend bien, monsieur le ministre. Mais ça ne se fait pas au 1er février, à 2 mois d'un premier tour de présidentielle. On a bien compris ce que vous voulez nous dire. Donc, on voit bien que c'est impopulaire. Vous avez pris l'exemple de la TVA sociale. Non, je ne parle pas d'impopulaire, je parle de cohérence. Bon, alors pour vous, c'est peut-être pas tout à fait cohérent, puisqu'il était, il y a 6 mois, contre la TVA sociale. Maintenant, il est pour, comme dit le proverbe, peut-être qu'il n'y a que les imbéciles qui changent pas la vie. Je ne sais pas. Bon, mais en tous les cas, la question c'est, est-ce que c'est en prenant des mesures impopulaires qu'on se fait réélire ? Je ne sais pas si elles sont impopulaires ou populaires. Je pense que les Français ont parfaitement... Alors, des mesures un petit peu difficiles à faire avaler, parce qu'une TVA en augmentation de 1,6, ça va de toute façon un petit peu difficile à faire avaler en période de vache maigre. Oui, enfin, en même temps, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut un grand Grenelle d'une politique économique et fiscale nouvelle. Parce qu'ensuite, quand vous avez dit ça, qu'est-ce que vous faites de cette réduction des cotisations sociales ? Est-ce que vous l'affectez uniquement à la compétitivité des entreprises ou est-ce que vous l'affectez en partie à la hausse des salaires ? Mais attendez, tout ça c'est quand même un petit peu de technique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous nous expliquiez maintenant vos sentiments. Est-ce que bon voilà, il y a un président qui veut se faire réélire et puis il y en a un autre qui risque de se faire élire. Non, mais c'est pour ça que quand vous me parlez de popularité ou non, moi je dis la TVA emploi, c'est une bonne mesure. Pourquoi ? Parce que quand on est dans une économie ouverte, il faut favoriser son appareil de production et il faut qu'une partie des prélèvements soit sur la consommation. Comme ça, à chaque fois que vous achetez un produit chinois, les Chinois nous paient une partie de notre protection sociale. On est ici à Paris, il y a 77 millions de touristes qui chaque année viennent consommer en France. Eh bien, quand ils consommeront, ils paieront une partie de notre protection sociale. Donc je dis, c'est une bonne mesure. En plus de ça, c'est une dévaluation sans le dire, puisque vos produits sortent moins chers de l'usine et donc ils sont en quelque sorte moins chers à l'exportation. Mais la question qui demeure derrière ça, et elle n'est pas technocratique du tout, c'est est-ce que la baisse des cotisations sociales
c'est simplement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, ou est-ce que la baisse des cotisations sociales, c'est immédiatement aussi la hausse des salaires? Parce que si vous baissez les cotisations sociales, ça dépend ce que vous en faites. Et moi, je dis, dans ce Grenelle d'une politique économique et fiscale nouvelle, une partie doit aller à l'augmentation des salaires. Alors vous pensez déjà à la phase suivante, une fois qu'un président sera élu ou réélu. Bon, mais enfin, en attendant, on est aujourd'hui, c'est pas encore le cas, on va entrer en campagne. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy devrait annoncer rapidement sa candidature? Moi, je pense qu'il a intérêt, enfin, il prendra sa décision tout seul, comme un grand, mais je pense qu'il a intérêt, compte tenu, enfin, moi, je le ressens comme ça, je pense que la période est une période compliquée et difficile, c'est une période dans laquelle, à tout moment, il peut y avoir un choc quelconque. On sait l'instabilité qui aujourd'hui frappe l'ensemble de l'économie, des marchés, etc. Et donc moi, je pense qu'il peut tout à fait attendre avant d'annoncer sa candidature. Pourquoi précipiter les choses alors qu'aujourd'hui, il faut continuer à être en mesure et en situation de pouvoir gérer l'État? Quand on est en campagne, ça devient une période plus compliquée. D'ailleurs, ça ne l'empêche pas de faire campagne. Et donc, pour ma part, je ne vois pas quelle est l'urgence d'annoncer sa candidature maintenant. Alors parlons un peu de vous, si vous le voulez bien, c'est gentil. puisque vous êtes candidat et vous-même à cette élection présidentielle. Vous avez évoqué avec Nadège pendant un petit moment là, des points très précis et évidemment très importants, mais plus globalement, est-ce qu'un sujet principal se détache de cette campagne? Si oui, dites-nous lequel, et sinon, lequel devrait être ce point précis? Je trouve que la campagne aujourd'hui est une campagne, comment vous dire, faite de populisme, de démagogie. C'est le consommé français de François Bayrou qui n'a aucun sens, qui est une immense escroquerie intellectuelle. C'est le produire français sans expliquer derrière ça comment on fait. Moi, j'ai présenté un projet économique extrêmement précis. On évoque tous la nécessaire réduction des déficits publics. J'ai été le seul à présenter un plan cohérent et sérieux de réduction de la dette. J'attends toujours que François Hollande nous explique comment il revient à l'équilibre. Ce qu'il nous a présenté cette semaine, c'est du grand n'importe quoi. Des recettes surestimées, des niveaux de croissance surestimés, des dépenses publiques à la hausse. Et donc on voit bien que cette campagne qui devrait être le moment où les Français prennent conscience de la gravité de la situation et qu'ensemble, au moins, nous ayons ce constat des difficultés du pays pour être en mesure de rebondir au lendemain de l'élection présidentielle, j'ai le sentiment que ça ne prend pas ce chemin-là. Et moi, je veux que ce soit un moment de lucidité, de vérité, qu'on dise aux Français, ça va être dur. En effet, ça va être dur. On a tout pour réussir. On a l'intelligence, les centres de recherche, les entreprises, les infrastructures, les services publics. Et il nous faut régler 3-4 questions. Il nous faut régler la question des déficits. Il nous faut régler la question de l'éducation. Il nous faut régler la question de la performance économique du pays. Et il nous faut régler la question du paradigme politique, c'est-à-dire d'une nouvelle construction politique qui passe, pour moi, par une Europe intégrée. Ce sont ces 4 sujets qui sont sur la table. Et nous avons tout pour être des acteurs de premier plan au XXIe siècle. Alors, vous avez un projet, vous êtes candidat, et il n'empêche, vous êtes crédité de moins de 1%. Plusieurs responsables du nouveau centre, je pense à M. Lagarde, Souladel, Leroy, vous les connaissez, vous ? ont choisi... On choisit de soutenir Nicolas Sarkozy. Oui, je continue juste ma petite question, s'il vous plaît. Alors, je voudrais savoir comment vous le vivez, tout ça, parce que, vos principaux collaborateurs... C'est pas des collaborateurs. C'est pas des collaborateurs, ce sont des camarades, comment on dit dans votre parti, des amis, je ne sais pas comment le dire, vous allez nous le dire d'ailleurs. Hein. En tous les cas, eux, ils soutiennent Nicolas Sarkozy. Ils sont de votre parti, mais ils ne vous soutiennent pas vous. Comment est-ce que vous le vivez, ça ? Ça ne va pas être facile. Ça fait combien d'années que vous faites du journalisme ? Vous allez m'obliger à dire mon âge, c'est pas sympa. J'ai le souvenir que dans chaque campagne présidentielle, tout le monde connaît son même chemin,
son même chemin initiatique. Souvenez-vous de Jacques Chirac. Oui, mais ça n'empêche pas que ma question reste ma question. Comment Souvenez-vous vous de le Jacques vivez ? Chirac en 95. Souvenez-vous de François Bayrou en 2002. Souvenez-vous de Ségolène Royal en 2007. Donc voilà, chacun a des stratégies personnelles. 2 sont au gouvernement, donc sont bien obligés de soutenir Nicolas Sarkozy. Le 3e est une espèce d'is-no good, qui est Jean-Christophe Lagarde, c'est-à-dire voulant être un calife à la place du calife depuis 4 ans et grattant à la porte chaque jour. Pour vous prendre notre place, si on a oui, bien compris. voilà. Je vois que vous connaissez cela. Bon, très bien, tout ça, moi je constate, c'est qu'on a des militants, des cadres départementaux qui sont totalement engagés, et que si vous n'êtes pas présent pour présenter un projet politique, ou au moins tenter de le faire, à quoi bon avoir une formation politique ? Être centriste, c'est pas simplement être destiné à être strapontin toute sa vie. Alors, si on J'ajoute comprend bien, vous heureusement d'ailleurs que j'existe, parce que si je n'existais pas, on ne les entendrait jamais. Donc je les invite à trouver une autre personne le jour où je disparais, parce que sinon, leur seule existence, c'est quand ils sont là pour être extrêmement agréables à mon égard. C'est formidable. Alors, François Bayrou est, lui, courtisé par l'UMP ces derniers temps. Les candidats UMP pour les législatives ont été investis pas plus tard qu'hier, lors du congrès de l'UMP. On a vu que l'UMP n'a pas présenté de candidat face à François Bayrou, mais face à vous non plus. Face à tous les députés Nouveau Centre. C'est quoi ça correspond à attendez, nous sommes dans la majorité. Attendez, est-ce que vous reprochez aux Verts d'être investis par le PS, vous ? C'est une logique. Je vous pose la question. C'est une logique de majorité. Il y a un premier tour d'une présidentielle, puis il y a un deuxième tour d'une présidentielle. Et j'observe que les députés Nouveau Centre sortants ont été des députés loyaux à la majorité, respectant l'accord de gouvernement et le contrat de législature, portant pour certains la volonté d'une candidature et me soutenant. Je pense à Philippe Vigier, à Charles de Courson, à Jean-Denis du Séjour et à d'autres. Et donc il est quand même cohérent que ces parlementaires qui ont respecté leur contrat de législature, qui soutiennent en effet un autre candidat au premier tour de l'élection présidentielle, mais qui en même temps ont déjà indiqué qu'ils seront dans la majorité au second tour, qu'ils aient des circonscriptions dans lesquelles il n'y a pas de candidat UMP. D'ailleurs, je me permets de signaler que certes, nous représentons une force politique inférieure à celle de l'UMP, mais compte tenu de législatives qui, quoi qu'il arrive, seront des législatives difficiles, vous savez, c'est réversible. On pourrait, nous aussi, considérer qu'on va aller vers des candidatures Nouveau Centre un peu partout. Je pense que ce n'est pas la logique du système. La logique du système, c'est qu'on construit une majorité au moment des présidentielles, avec ensuite des députés, des candidats aux législatives qui sont soutenus par l'ensemble des partis qui ont construit la majorité présidentielle. Monsieur le ministre, si Marine Le Pen n'avait pas ses parrainages, qu'est-ce que vous en penseriez ? J'ai toujours dit que je trouverais ça, je considérerais que c'est un scandale démocratique. Je dis aux maires, d'ailleurs, une chose, c'est que, Dieu sait pourtant, j'ajoute, mais enfin, ça va de soi, je n'ai aucune connivence avec Marine Le Pen, mais ce serait un scandale. J'ajoute que les maires doivent avoir en tête une chose, c'est qu'ils ont une obligation, ils ont un devoir démocratique. Ce devoir de démocratie, c'est celui de permettre l'exercice du pluralisme dans le pays. Ça n'est pas seulement d'indiquer un choix ou une préférence, c'est beaucoup plus que ça. C'est de permettre à la France de pouvoir vivre sa démocratie pleinement et entièrement. C'est ça le parrainage, c'est pas autre chose. Alors justement, est-ce qu'il faudrait changer la loi peut-être pour rendre anonymes ces parrainages ? Non, je pense qu'il y a plusieurs, il y a 36 solutions. On pourrait aussi imaginer qu'il y ait des candidats à l'élection présidentielle qui ne soient pas obligés d'être... j'ai vu par exemple une proposition qui, moi, me semble intéressante, qui permettrait à tout parlementaire d'être en tant que tel capable d'être candidat à l'élection présidentielle sous réserve qu'il obtiendrait un certain nombre de signatures minimum, mais qu'on ne soit pas dans cette course aux 500 parrainages, qui est d'autant plus difficile aujourd'hui que toutes les communes sont dans des intercommunalités. En clair,
chaque maire, derrière son choix, tremble à l'idée éventuelle de déplaire au président de la communauté d'agglomération, de la communauté urbaine, de déplaire au président du conseil général, du conseil régional, et donc de se voir limité dans l'octroi de telle ou telle subvention qui sont aujourd'hui indispensables pour mener le moindre projet communal. Et donc on a un système qui n'est pas sain. Une réaction sur la présence de Marine Le Pen ce week-end à Vienne, où elle a honoré une invitation du parti d'extrême droite. Elle était un bal donné hier soir. Eh bien, elle démontre par ce geste que rien n'a changé et que le Front National n'a pas changé et que Marine Le Pen ou son père, c'est toujours la même chose. Il nous reste 4 minutes, c'est peu, mais peut-être qu'on pourrait, et on voudrait tout de même vous faire réagir sur les troupes françaises en Afghanistan. Alors, vous avez été ministre de la Défense, alors vous allez pouvoir nous expliquer. Est-ce que Nicolas Sarkozy, il a donc décidé d'avancer le départ des troupes françaises d'Afghanistan après la mort de 4 soldats. Est-ce que vous pensez que c'est justifié ? Il a bien fait. Il a bien fait. Et il l'a fait en concertation avec les alliés, comme nous l'ont indiqué les Américains. Je disais à François Hollande, qui annonçait qu'il fallait partir tout de suite, que ce n'était pas responsable, que c'était porter atteinte à la crédibilité de la parole de la France. Quand on est un pays qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, quand 25 pays européens sont engagés en Afghanistan, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi et de partir unilatéralement sans évoquer ce sujet. On avait un plan de retrait, on l'a accéléré, en coordination et en concertation avec l'Alliance, c'est très bien. Une dernière question sur l'Afghanistan, précisément. Comment vous voyez ce pays, l'avenir de ce pays, quand on connaît la situation franchement chaotique dans laquelle il est ? Attention de ne pas être trop ethnocentré. On ne peut pas penser l'Afghanistan comme vous penseriez la France. C'est un pays d'ethnie, c'est un pays de tribus, c'est un pays de province. Voilà, c'est l'État central unitaire comme nous pouvons le vivre en Europe, ça n'existe pas en Afghanistan. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un équilibre qui puisse exister entre l'échelon central et les échelons régionaux avec ce système de fiefs et de tribus. Je rappelle qu'il y a des dizaines d'ethnies différentes en Afghanistan. Et donc, ce que j'espère, c'est que cette mosaïque-là sera capable de vivre ensemble. Ce sera le mot de la fin pour ce grand entretien. Merci Hervé Morin.